Salut, c'est David et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça. Alors ça, c'est un petit écran avec un ESP32 qui me permet de contrôler les lumières du bureau. J'ai trouvé pas mal d'exemples en ligne de réalisation avec des écrans, ce qu'on appelle des Chip Yellow Display, c'est YD. Souvent en fait la partie boîtier, j'étais pas forcément satisfait de ce que je voyais des choses assez simples, assez design, mais des choses à poser sur un bureau, j'en voyais pas beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de designer un boîtier inspiré d'un vieux Macintosh, que voici, l'alimenter en USB, et faire fonctionner tout ça sur ce petit appareil, et ensuite pouvoir contrôler mes lumières sur un boîtier que je vais laisser sur le bureau. Allez, je vous montre comment j'ai fabriqué tout ça, c'est parti. Ok, première étape, en fait, ça va être d'imaginer comment on va intégrer cet écran, cet ESP32, dans un boîtier. Donc, comme je disais, j'avais l'idée de faire ça dans un design de vieux Macintosh, parce que je voyais pas mal de choses en ligne qui étaient sympas, mais qui étaient soit très industrielles, soit très brutes, où on voyait vraiment en fait le circuit, où c'était vraiment juste un boîtier pour le faire tenir. Alors que là, c'est dans l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va traîner sur le bureau, qu'on va laisser alimenter en USB. Donc, on passe aux mesures de l'écran, on va passer sur Fusion 360, on va faire un premier prototype. Alors là, je passe en accéléré parce que c'est pas forcément la partie la plus passionnante, et en plus, j'avais une autre impression qui fonctionnait. Donc voilà, on se retrouve avec un premier essai, donc les supports sont vraiment dégueulasses, mais c'est pas très grave, ça nous permet surtout de voir la dimension et de voir sur où on va pouvoir insérer l'écran. Sauf que là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur sur cette conception, c'est comment on referme derrière sans que, quand on appuie sur l'écran, ça vienne pousser. Puis on voit que les dimensions ne sont pas parfaites, donc on se remet à la planche à dessin, on réouvre Fusion 360 et c'est parti pour une version qu'on va corriger avec une meilleure inclinaison et sans avoir ces problèmes. Donc deuxième version qui est prête, alors on a élargi un petit peu la partie écran, la partie accueil, on lance l'impression et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là c'est plus travaillé, on a également mis la petite pomme, fait mieux l'emplacement des disquettes. Alors on a toujours des supports pour la partie grille de ventilation, fausse grille qui sont pas parfaites, qu'on va corriger. Et donc là j'avais 3 encoches pour pouvoir mettre l'écran, finalement j'en ai mis plus que 2. Alors ça rentrait beaucoup mieux, donc là on voit qu'il n'y a plus de jeu sur les bordures, ce qui est mieux, mais il y a toujours ce problème de quand on va appuyer, ça va poser problème. Et là, je me disais aussi que les bordures étaient un peu fines et j'avais imaginé un système de fermeture différent, donc j'ai retravaillé tout ça avant d'imprimer. On a également le passage du câble qu'on va relier. De base, je pensais utiliser le micro USB, le dessouder et me connecter derrière, mais les soudures ne tenaient pas, donc vous allez voir ça un petit peu plus tard. On va aussi faire ça avec un filament beige, c'est quand même plus sympa pour avoir la couleur du Macintosh original plutôt que de l'avoir tout en blanc, donc c'est parti. Alors là, j'ai designé une pièce un peu test en fait qui me permet de voir si l'écran s'incruste mieux sans imprimer toute la partie du bas parce qu'il n'y en a pas forcément besoin, donc on enlève le support qui je sais pas pourquoi était de manière dégueulasse sur cette impression, mais c'est pas grave. Donc on a aussi l'autre système de fermeture, donc l'idée d'avoir plutôt une pièce qu'on va venir insérer, prendre en sandwich et qui va venir appuyer contre l'écran, ce qui permet vraiment de bloquer au moment du toucher. Donc là en fait la pièce passée, il n'y avait pas de problème, je regardais juste sur les mesures, mais j'ai quand même fait des petites corrections un petit peu après, vous allez voir aussi. Alors ça c'est la pièce test de fermeture, on voit qu'elle passe mais elle est beaucoup trop serrée, donc il a fallu faire des petits ajustements. Il y a eu également un petit souci à l'impression, mais c'était pas très grave. Mais on va réduire un petit peu l'épaisseur des bordures en bas pour éviter que ça se bloque, on ait vraiment besoin de forcer. Entre temps, on va aussi lancer l'impression du boîtier. C'est presque la version finale, c'était l'avant-version, parce que je me suis rendu compte qu'avec le projet de soudure du micro USB, ça ne passait pas. Mais bon, la Bamboulab, elle est quand même géniale pour ce type d'impression. Enfin, elle fait du détail de la pression. Quand on voit la pomme qui est vraiment nette et dessinée, bon, ça a pris quelques heures d'impression, donc on se retrouve le soir. On a quelque chose qui est super beau avec des supports qui pour le coup s'enlèvent hyper facilement. Alors c'est juste un petit peu compliqué de les faire passer, mais ils se décrochaient tout simplement. J'ai également aussi retravaillé la zone du passage de câble parce que je me suis rendu compte sur cette version que c'était trop compliqué. Donc voilà, on voit bien la pomme qui est jolie et le lecteur de disquette qui est un petit peu retravaillé. Et on n'a plus de support pour la partie grille de ventilation. Et avec le cache imprimé, donc on a quelque chose de super beau. Non, je parle pas du chat, mais du Macintosh. Mais malheureusement, cette pièce, c'est pas celle qu'on va utiliser. Ok, avant de se lancer dans la version finale, j'ai commencé la partie électronique. Donc je me suis dit que je vais utiliser le micro USB, couper un câble USB et me brancher dessus et souder, avoir vraiment cette sortie. Mais la soudure, elle était quasiment impossible. J'ai juste vérifié que tout fonctionnait avant avec ce câble USB pour éviter d'en prendre un qui ne fonctionne pas. Donc on passe à la soudure. Alors on va quand même déjà préparer les fils. Donc là, c'est une version du boîtier où j'ai vraiment découpé dans le plastique pour faire passer le câble parce que j'arrivais pas à le faire passer dans la goulotte. Il bloquait. J'essaie de souder sur le micro USB, mais ça marche pas du tout parce que je n'avais pas pensé que c'était pas forcément des trucs de très bonne qualité. Donc j'ai fini par le dessouder et l'enlever en me disant que ce sera peut-être plus simple, mais pas du tout malheureusement. Donc je galère, je suis avec mon fil de cuivre et tout ça, mais bon ça marche pas, donc
On va faire autrement, on va l'enlever avec une petite pince, mais voilà, ça tient pas. Plan B. En fait, dans la boîte, il y avait aussi un connecteur qui était différent, donc pourquoi pas l'utiliser. Donc on va juste simplement garder le câble USB et on va souder 2 morceaux, donc le positif et le négatif, sur ce câble qui se branche sur le côté. L'avantage, c'est qu'il est très très fin une fois plié. On va par contre devoir retravailler un petit peu le boîtier pour pouvoir l'incruster sans que ça vienne frotter ou appuyer, parce que j'ai pas envie d'endommager le câble ou le connecteur à la longue. On n'aura également pas besoin des 2 câbles jaunes et bleus qui sont les câbles de données. Donc là, on a le boîtier qui est retravaillé et là, en fait, c'est parfait. Il n'y a plus de changements à faire. Alors, il y a eu des je dis ça, il y a eu des micro-changements quand même qui ont été à faire. Sur le fichier que vous trouvez en description, tout est corrigé. Donc, il n'y a plus ces petits problèmes avec les encoches pour mettre l'écran qui étaient un petit peu courts, donc qui ont été un peu rallongés. Et le dos qui est aussi un petit peu plus épais, donc qui flotte un peu moins que sur cette version qui est présente dans la vidéo. Et le passage de câble est beaucoup plus facile avec cette version également parce qu'on peut faire passer des câbles d'un peu toutes les dimensions et non un câble spécifique que j'ai utilisé. Parce que sur cette version, j'avais pas bien prévu, j'avais dû également agrandir les trous pour l'écran, donc pareil sur cette version finalisée du fichier, vous n'aurez pas à faire ça, c'est vraiment moi qui l'ai fait, donc on va assembler tout ça et on va faire bien les soudures sur le câble de manière très propre, on va couper ce dont on n'a pas besoin, donc les câbles de data, et on va garder uniquement la partie alimentation. Bon, je suis pas un expert des soudures, j'en fais pas souvent et c'est pas les soudures les plus propres, mais bon, là c'est connecté 2 fils, c'est mettre d'une gaine thermorétractible et puis voilà. Hop, et là on n'a plus qu'en fait à brancher cette partie-là à l'écran et à faire passer ça de manière propre sans que ça vienne appuyer. Oui, un petit peu de rangement et j'ai enlevé également le connecteur du haut-parleur parce que pour le coup il n'a vraiment pas besoin dans ce projet, mais pareil sur la version corrigée, vous n'aurez pas à faire ça. Et voilà, on se retrouve avec un petit boîtier qui est plutôt joli, donc qui fonctionne une fois branché. J'ai également retravaillé un peu le cache parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça appuyait un peu trop, donc j'ai créé une zone un petit peu plus creuse, voilà, qui est imprimée. Et on va passer à la partie logicielle. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est donc brancher votre ESP32 à votre ordinateur par USB-C ou micro USB et trouver le numéro qui est du port USB qui est utilisé. Donc pour ça, je vous mettrai toutes les commandes en description. Alors également installer Python. Alors moi, je vous montre la partie sur un Mac, mais sur Windows, c'est assez similaire. Je vous mettrai pareil toutes les commandes en description. Une fois que Python est installé, il va falloir taper cette commande pour pouvoir flasher en fait le firmware de l'ESP32. Donc vous tapez la commande et ensuite vous glissez votre fichier qui a été téléchargé et vous faites entrer. Ça va téléverser le firmware sur le SP32 et tout sera prêt. Sur le site de OpenASP, il y en a plusieurs qui sont proposés, mais à chaque fois j'avais des problèmes d'affichage et j'ai trouvé quelqu'un je crois que c'était sur GitHub qui a posté une version corrigée, donc je vous mettrai tous les liens en description également. Une fois que tout est téléversé, il va falloir se connecter au réseau Wi-Fi qui est créé par le SP32, donc vous allez retrouver ça ici dans le réseau Wi-Fi. Vous connectez, vous entrez vos identifiants de votre réseau Wi-Fi actuel que vous utilisez et l'appareil va se connecter dessus sans aucun problème. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur cette interface, donc avec la possibilité également de régler le Wi-Fi, de rentrer tout ce qui va être comme réglage sur l'appareil, notamment la partie réglage d'écran, de mettre à jour le firmware, etc. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être l'onglet configuration. Alors, parfois, il faut double-cliquer, ça marche pas toujours. Et ensuite, d'aller dans MQTT. Donc, c'est là, en fait, c'est la partie qui va être reliée à Home Assistant. Alors moi j'utilise CasaOS, donc où est hébergé mon Home Assistant, donc c'est pas forcément le tutoriel à prendre au pied de la lettre selon votre fonctionnement de Home Assistant. Voilà, donc dans Home Assistant, moi j'ai déjà quelques appareils qui existent et surtout une intégration MQTT, donc pour faire ça, on ajoute une intégration MQTT. Alors je vais pas pouvoir en rajouter une autre parce qu'on peut en avoir qu'une seule qui tourne, mais la mienne est créée, donc ensuite vous la configurez. Alors, on va reprendre, reconfigurer, voilà. Vous entrez l'adresse du serveur MQTT, vous entrez l'adresse du serveur MQTT, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créé. Et en fait, ça va permettre de relier certains appareils à Home Assistant pour effectuer des actions comme presser un bouton virtuel, etc. Donc ça, c'est créé. Ensuite, on va avoir besoin de faire quelques petits trucs. Donc c'est d'aller dans les MQTT settings de l'ESP32. Hop, on va double-cliquer et on va rentrer les bonnes infos. Donc nous, on va l'appeler Plate01, c'est le nom qui est par défaut. Le broker, donc c'est l'adresse du serveur et le port 1883, mot de passe identifiant. Alors, si je disais CasaOS, vous avez directement un conteneur qui s'appelle Mosquito qui permet de le faire. Sinon, vous avez pas mal de tutos en ligne pour mettre en place justement votre serveur MQTT. Donc voilà, avec Mosquito, ça fonctionne assez facilement sur Home Assistant, enfin, sur CasaOS et avec Home Assistant. Donc une fois que tout ça c'est fait, on enregistre.
Et là, on y est presque, donc tout est quasiment prêt. Alors, il va falloir faire deux choses. La première, ça va être de créer un nouveau fichier là où est stocké votre Home Assistant, enfin la partie configuration. Alors encore une fois, sous CasaOS, ça se fait sous l'application fichier. Pouvoir trouver voilà le dossier où derrière j'ai configuration.yaml et j'ai également créé un fichier qui va s'appeler openasp.yam. Donc on va devoir rajouter une petite ligne alors dans configuration. Je vous mettrai toutes les lignes à taper en description. En fait, il va falloir rajouter cette petite ligne qui va vous permettre en fait de charger des configurations depuis d'autres fichiers, depuis le fichier qui s'appelle openasp.yam. Donc une fois que c'est rajouté, vous enregistrez. Et ensuite, vous créez votre fichier openasp.yam. Donc moi, je vous mettrai par exemple ce fichier qui est le fichier qui affiche ce qu'il y a sur l'écran. Il faudra juste ensuite compléter par les bonnes entités qui sont récupérées sur Home Assistant. Donc ça, c'est le nom des différentes entités, de la température, des lumières, etc. Qui s'appelle à chaque fois un objet page 1 et ensuite c'est bouton 1, page 1, bouton 2, etc. etc. Avec ensuite les couleurs qui sont utilisées, le fait de centrer, de mettre des textes, etc. Donc une fois que ça c'est fait, vous l'enregistrez. Également, ce fichier doit bien s'appeler openasp.yaml, Y-A-M-L. Et dans votre réglage de votre ESP32, donc vous allez dans File Editor. Vous avez plusieurs fichiers. Et on va s'intéresser à celui qui s'appelle page.json. Et là, ça va être en fait de recopier ce code. Donc ça va afficher pour vous la même chose qui s'affiche sur l'écran qui est montré. Et ensuite de le personnaliser, si vous voulez ajouter d'autres boutons, les placer différemment, etc. En fait, vous avez les coordonnées des boutons, la taille des boutons, le texte, l'alignement. Après tout ça, ça se modifie selon vos valeurs. Il n'y a rien de secret, de confidentiel. À savoir aussi dans les réglages d'OpenASP, vous pouvez changer le thème. Alors, je vais retourner ici. Et c'est dans ASP Design, donc vous avez plusieurs thèmes qui existent. Moi, je suis resté sur Mono justement pour garder ce thème assez minimaliste. Et vous pouvez faire pas mal d'autres choses. Et une fois que vous avez fait tout ce qu'il y a à faire, que vous avez bien enregistré votre fichier, que vous avez bien configuré votre serveur MQTT, que vous avez bien également votre fichier JSON qui est bien enregistré. Alors, première étape, vous redémarrez. Il se peut que si vous utilisez également un relevé de température, ça n'apparaisse pas. Donc vous allez simplement sur l'intégration OpenASP dans Home Assistant qu'il faut créer, donc il se crée très très rapidement. Il va détecter normalement directement votre appareil. Ça prend une seconde. Menu. Et vous faites simplement recharger et ça va permettre de recharger et d'afficher la température à ce moment-là. Et ça, vous n'avez ensuite plus besoin de le faire, sauf si vous redémarrez votre appareil. Donc cette partie-là, c'était un test avant toute la configuration du design, mais ce qu'on voit, c'est que le bouton fonctionne une fois qu'on a bien tout relié entre OpenASP, MQTT et Home Assistant. Donc c'est plutôt chouette et pratique. Alors à savoir que vous allez peut-être avoir quelques problèmes avec l'écran si vous utilisez le même, c'est que la partie tactile va être inversée et c'est un petit peu chiant. Donc pour ça, c'est assez simple. En fait, il faut simplement aller dans les réglages d'OpenASP et choisir de calibrer l'écran. Et au moment de calibrer, en fait, vous touchez juste les zones opposées. Et ça va permettre d'avoir l'écran qui va fonctionner au bon endroit dans le bon sens. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un écran qui fonctionne. Donc si j'appuie sur le bouton plafond, ça s'éteint, ça s'allume. Donc le design n'est pas encore finalisé. Il ne reste plus qu'à mettre des petits pieds antidérapants là-dessous parce qu'il va traîner sur le bureau. Donc si à force de le toucher, il recule à chaque fois, c'est un petit peu galère. Et on est quasiment bon. Il va juste rester un peu de personnalisation. Et voilà. On arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Ça a été un projet qui était super cool à réaliser parce qu'il mêle de l'impression 3D pour le boîtier, un ESP32 pour la partie vraiment contrôle et Home Assistant, la partie un peu gros geek que je suis, que j'adore. Donc entre temps, vous voyez aussi que j'ai personnalisé l'interface, j'ai fait quelque chose justement avec une interface son. C'est quand même plus agréable le soir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions pareilles, dites-moi tout ça, j'y répondrai. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre projet qui va justement mêler impression 3D et ESP32, mais dans un domaine un petit peu différent. Allez, salut!